Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noir. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noir. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. On peut en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère ? Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du Festival des Fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches, pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey et Couetton. Dans cette première partie, nous avons fait un état des lieux des parentalités queer et noires de France. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus. Moi, c'est Audrey. J'ai 40 ans et je suis parent de 2 enfants qui ont respectivement 18 et 8 ans. Mon pronom, c'est elle. Je me genre au féminin. Et voilà. J'ai une association, mais je pense qu'on en parlera au fil de la conversation, qui s'appelle Soror Ensemble. Et aussi, je blogue sur mon blog perso que j'ai créé il y a quelques années qui s'appelle Day by Audrey, où je parle de toutes les dynamiques d'être une femme noire en France, lesbienne, parent, voilà quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, moi c'est Couetton, j'ai 31 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis chef de projet dans le digital, mais à côté de cela, je suis aussi fondateur d'un groupe qui s'appelle l'Agenda Paris. Et on en reparlera un peu plus tard, mais je vais juste teaser un tout petit peu. L'objectif de l'Agenda Paris, c'est de créer des événements, en tout cas, à thématique afro, en direction de la communauté noire LGBT. Donc voilà. Et pour mes pronoms, c'est il, lui. Et je suis célibataire, soit dit en passant. Et je n'ai très importante. Tu voulais rajouter quelque chose ? Et je n'ai pas encore d'enfant, contrairement à Audrey, mais le désir est là en tout cas. Merci pour ces belles présentations. Du coup, c'était important pour moi d'avoir une personne qui est déjà parent et une personne qui, du coup, se pose des questions. On aurait aimé avoir une 3e personne qui a fait un parcours de GPA, mais malheureusement, elle n'a pas pu être là. Mais on va essayer de répondre au maximum à toutes ces questions. Couetton, c'est toi c'est toi qui va, du coup, être la personne qui représente Xavier aujourd'hui. Moi, je voulais juste revenir sur quelques chiffres. Donc, selon une étude de l'INSEE qui date de 2018, 31 000 enfants vivent avec un couple de même sexe, mais peu d'études parlent des moyens privilégiés pour fonder une famille. Donc, on en revient à cette notion de justice reproductive. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches, donc déjà, comme je disais, j'ai eu beaucoup de choses qui venaient d'Angleterre, des États-Unis. J'avais très peu, en fait, d'éléments qui venaient de l'espace francophone, voire Canada. C'était que au Canada que je voyais des études. Et quand je lisais, donc j'ai pu comprendre, en fait, qu'on pouvait parler de 2 générations d'homoparentalité, si je peux dire ça. Donc, il y a celles qui ont accédé à la parentalité à travers des relations
hétérosexuels antérieurs ou ayant un rapport à la parentalité qui ne rentre pas dans le modèle nucléaire et occidentalocentré, voilà. Et on a d'un autre côté celles qui ont fait appel à la PMA ou la GPA. Donc pour moi, il y a ces deux générations et je voulais du coup avoir votre avis respectif sur cette définition. Est-ce qu'on peut parler du coup de deux générations? C'est trop réducteur. Est-ce que ça s'applique à la France pour le coup? Et peut-être faire le lien avec vos expériences en fait personnelles. Qui veut commencer? C'est vrai que moi j'ai un peu une difficulté à parler de génération parce que je pense que j'ai pas eu le choix dans le mode de mon entrée dans la parentalité, parce que au moment où je deviens parent, j'ai 22 ans et je me pose pas de questions. En fait, je me dis ouais, j'étais avec un homme, donc forcément c'était beaucoup plus simple et je me posais pas cette question de si c'était possible pour moi de faire un enfant autrement, dans la mesure aussi où j'avais très peu de représentation de personnes noires, femmes, qui accédaient à la parentalité autrement que dans un parcours hétérosexuel. Dans la mesure où aussi, à cette époque-là, la question de mon identité sexuelle, même si j'avais des questionnements depuis très longtemps, même si depuis très jeune, mon attirance pour les personnes femmes étaient déjà là, mais c'est vrai que c'était très difficile de me outer à ce moment-là. Donc, on va dire, la question s'est pas posée. Et d'ailleurs, quand j'accède à nouveau à la parentalité 10 ans après, je pense que c'est le parcours le plus simple, en fait. Quand tu es une femme, tu veux un enfant, ce parcours hétéro, je pense que c'était une évidence, en fait, pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution et l'accession à des droits, qui a pris quand même du temps, parce que j'ai eu le temps de faire 2 enfants quand même. Et si j'étais plus jeune, c'est vrai que du coup, je me poserais la question de savoir comment j'accéderais à la parentalité. Donc maintenant, il y a la PMA en France, mais il y a aussi un souci qui est assez important pour moi, parce que c'était important aussi pour moi d'avoir des enfants noirs. Et quand on est une personne noire et qu'on est une femme et qu'on veut des enfants noirs, c'est encore une difficulté. Donc, je ne sais pas si un parcours PMA m'aurait du coup... peut-être que je l'aurais fait, mais c'est vrai que c'est un parcours quand même qui est assez difficile. Et c'est un peu compliqué quand on rentre en plus dans des spécificités particulières. Tu penses que tu l'aurais fait, le parcours PMA, à tes 22 ans? Non, je pense pas. Je pense qu'à 22 ans, en plus, aujourd'hui, mon fils a 18 ans, j'étais jeune. À 22 ans, se décider à ce parcours-là, je pense que c'est un parcours quand même qui demande beaucoup de maturité, courage, du temps, en fait. Et à 22 ans, je pense qu'aujourd'hui... et même avant, on pense à d'autres choses. Parce que même quand j'ai eu mon fils à 22 ans, on a questionné aussi déjà mon choix d'être parent jeune, en fait. Donc, je pense pas, mais je pense peut-être plus tard, si ça avait été accessible, j'y aurais pensé, je pense. Et toi, du coup, plutôt? Moi, je n'avais pas forcément pensé à l'aspect génération avant que tu ne l'évoques, mais j'avoue que quand je constate autour de moi, en tout cas la plupart de mes amis gays qui sont dans la trentaine ou voire dans la quarantaine, qui sont parents, sont devenus parents à travers des relations hétérosexuelles. Mais par contre, il y a toute une nouvelle génération de nouveaux trentenaires, j'ai envie de dire, ou même de quarantenaires aussi, qui ont déjà été parents au préalable, mais qui souhaiteraient un peu, je ne sais pas si je peux le dire ça, mais choisir un peu la manière dont ils ont envie d'être parents. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça.
Je trouve que comme les choix, du coup, sont beaucoup plus multiples, et ça te donne la possibilité de choisir et d'envisager la parentalité dans un autre contexte, quoi. Surtout si tu es en couple, en tout cas. Oui. Surtout avec la personne que tu as choisie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, toi, concrètement, qu'est-on aujourd'hui? Donc, tu as parlé d'un désir d'enfant. Quelles sont tes options concrètement? Qu'est-ce que tu envisages? Enfin, si c'est pas trop discret. Non, pas du tout. En tout cas, dans ma situation actuelle, les options que j'ai, c'est soit l'adoption, soit la GPA. Mais la GPA en France, c'est pas possible et compliqué. Donc, et c'est extrêmement coûteux également. Donc, si je dois me lancer dans un parcours, idéalement, j'aurais préféré la GPA. Mais ça implique aussi que je parte à l'étranger pour le faire. C'est très long comme parcours et ça ne garantit pas forcément qu'à la fin, tu auras ce que tu désires aussi. Par contre, aussi, l'adoption, c'est un peu aussi compliqué parce que quand tu viens et que vous êtes en couple gay, si on doit faire un ordre de priorité entre des couples, on va choisir forcément des couples hétérosexuels avant de penser à des couples homosexuels. Donc, quel que soit le cas de figure que tu choisiras, il y aura forcément cet aspect de difficulté, mais je pense que le désir est assez fort pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Après, je ne sais pas si tu sais, bon, après ça dépend, mais il y a des groupes de parentalité où des personnes envisagent une coparentalité entre des parents, entre des hommes, des femmes, des personnes non binaires, qui se regroupent autour d'un projet parental. Et ça peut être des options pour entrer dans la parentalité aussi. Hors parcours classique, traditionnel, juridique. Voilà, quoi. Mais bon, après, je pense qu'il faut rencontrer des bonnes personnes, se mettre d'accord, acter s'il faut, tu vois, mais... J'en ai entendu parler également, mais j'étais un peu réticent concernant l'aspect où je ne choisis pas vraiment la personne avec qui je vais partager mon enfant. Et il n'y a pas de lien vraiment affectif qu'on a développé pendant des années et qu'on a décidé d'un commun accord qu'on a envie d'avoir un enfant. Après, c'est quand même un schéma assez classique de la parentalité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que ça peut être un challenge ou un défi parce que, je veux dire, donc j'ai 2 enfants et j'ai pourtant choisi le premier père. Et pourtant, j'ai eu un parcours parental avec lui super catastrophique, tu vois. Il y a le choix, je pense, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est le plus important, je trouve, que quand on envisage d'avoir des enfants, quelle que soit son identité, que tu sois homme, femme, c'est important de faire le choix du parent, de la personnalité hors lien que tu as affectif ou pas avec. Parce que je pense que c'est ça qui détermine le parcours d'après, en fait. Parce qu'il y a tellement d'incidences, il y a tellement d'enjeux qui se jouent dans la parentalité, qui fait que quand ça se passe mal avec ton partenaire que tu as choisi, dont tu as été amoureux, amoureuse, et que vous séparez, des fois, c'est horrible, en fait, tu vois. Et je pense que quand j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant, pour moi, c'était clair que je cherchais pas forcément ni un amoureux, ni un partenaire, voilà. Je cherchais un père, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si on se sépare, si on s'entend pas bien, voilà, je veux que dans toutes les circonstances, cette personne soit là, en fait, pour mon enfant. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà du choix sentimental, je pense que c'est important quand on fait le choix d'un parent de savoir que c'est un parent avant tout. Donc, Et est-ce que, du coup, ce que vous me dites, ça me fait aussi rappeler, donc là, je reviens aussi à toute cette notion de famille qu'on peut avoir en tant que personne afrodescendante, où, en fait, c'est un peu éclaté. Enfin, il n'y a pas juste papa, maman, voilà. Il y a aussi les tantes, il y a les cousines, il y a toutes les personnes qui sont autour qui peuvent permettre de faire famille. Après, effectivement, il faut qu'on ait une famille qui soit
bien et c'est pas évident tout le temps. Mais c'est vrai que dans les lectures que j'ai pu faire, il y avait aussi cette option de justement reprendre ces principes de famille élargie en fait. Le fait que par exemple, je sais pas, pendant 18 ans, on élève un enfant d'une tante qui est restée au pays par exemple. Mais du coup, effectivement, le lien que toi tu recherchais, il sera peut-être pas là. Mais ça reprend cette notion justement de solidarité, de famille, de faire famille autrement en fait. Je sais pas si c'est une option possible la communauté. dans le cadre. Voilà, c'est ça. Une communauté, ouais. Je pense que ça peut être une option. Après, je trouve que les modes de vie qu'on a aujourd'hui sont pas forcément très kids friendly. On habite la plupart d'entre nous dans des petits espaces. On est éclatés plus ou moins en région parisienne, en tout cas pour pour où on se trouve. Et je trouve que ça peut être compliqué de faire intervenir la communauté quand on n'est pas tout proche. Dans un idéal un peu utopique, ce serait bien de pouvoir d'avoir des espaces où ces familles où se regrouper un peu à l'image des hippies ou avant où les communautés habitaient tous ensemble, tu vois. Ça peut être une idée, un regroupement de personnes qui vivent la même chose, les mêmes, plus ou moins, le même type de famille. Mais c'est vrai que je trouve que cette image communautaire, elle est difficile à construire parce que déjà, je trouve que même au sein des familles, quand ça se passe bien, on peut être pas forcément les uns à côté des autres. Et je pense que c'est assez difficile des fois de confier son enfant. Donc, bon. Et ouais, je sais pas, ça dépend aussi de l'engagement des personnes aussi dans ce projet-là, dans ce projet parental, communauté. Mais ouais, je pense qu'il y a l'individualisme qui met aussi beaucoup de barrières dans ça, en fait. Je pense que quand on devient parent, souvent, on est un peu mis de côté, on voit moins ses amis. Les gens participent pas forcément à l'éducation de tes enfants. Donc, c'est quand même la parentalité, c'est quand même un parcours très solitaire, en fait. Hein. Donc, je sais pas trop. Oui, on peut rebondir sur ce que tu disais. La parentalité, c'est solitaire. Je pense dans nos vies ici, européennes. Ouais. Mais en Afrique, après, je sais pas comment ça se passe aux Antilles, mais en Afrique, je sais que l'enfant d'une personne, c'est littéralement l'enfant de tout le quartier. Bien sûr. Genre, s'il sort et que quelque chose lui arrive, tout le monde est... C'est pour ça que quand les enfants sortent en Afrique, les parents sont pas si inquiets que ça parce qu'ils savent qu'il y aura forcément quelqu'un de connu dans le quartier pour surveiller l'enfant. Ouais, bien sûr. C'est dans une réalité ici, tu vois, où effectivement, on est vraiment dans des dynamiques où on est très dans nos vies, en fait. Ouais, et c'est vrai que c'est difficile de sortir de ça, en fait. Oui, je suis d'accord. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'intersectionnalité et de représentation.